Salut, c'est Guillaume Canet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Oulala, ce bonjour, il est un peu moins dynamique. Pourquoi il est un peu moins dynamique ? Parce qu'il est 1h30 du matin et que surtout, c'est la deuxième fois que nous enregistrons. Mais nous enregistrons quoi ? Nous enregistrons un nouvel épisode d'Avis désastreux, le podcast des opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, nous sommes à Cannes, c'est bon, ça a débuté. Et pour entamer un petit peu ce festival, j'ai perdu mes notes, je les ai effacées parce que je me suis dit, c'est terminado. Bref, ça commence super bien en fait. Du coup, ça va être le premier épisode de 11 à 12 épisodes qui vont suivre chaque jour un petit peu les événements de la Croisette, les événements étant les films, on va parler de rien d'autre. Et aujourd'hui, je commence avec un invité exceptionnel, un coloc qui a fait Cannes, mais alors c'est son 10e, donc joyeux anniversaire. Merci. Mr. John. Jonathan, ouais. Je vais t'appeler Jonathan de ton vrai nom. Bonjour ouais. John, comment ça va ? Ça va. Content de réenregistrer cet épisode ? Absolument. Heureux. Et pourtant, j'étais vraiment incroyable dans le premier épisode. Franchement, t'as fait une masterclass. Ouais, c'est vrai. Autant le dire. Les gens se sont levés, quoi. Autant le dire. Pour aller aux toilettes, hein. Mais voilà. Mais nous ne sommes pas seuls. Et oui, je vais refaire la vanne. Nous sommes également avec la chanteuse Louane, qui va être là juste pour le décompte. Louane, est-ce que tu peux nous rappeler où nous en sommes au Festival de Cannes ? C'est le jour 1. Merci Louane, merci pour cette intervention. Nous te retrouvons dans un an pour exactement la même vanne. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec l'ouverture, la pré-ouverture du Festival de Cannes avec le Cannes Classique. Alors, tu me le disais tout à l'heure durant le premier enregistrement, Cannes Classique, donc c'est les films qui vont ressortir des vieux films, pardon. C'est une restauration d'anciens films, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est un programme, oui, voilà, on va dire un programme de vieux films. Et depuis 3 ans, il y a l'ouverture du festival le mardi à 14h, donc c'est-à-dire avant la cérémonie d'ouverture à 19h, qui commence par un vieux film, français généralement, et de plus de 3h30. On a eu du coup les années précédentes La Maman de la Putain et c'est extraordinaire. L'Amour fou, alors je l'ai pas vu, toi tu l'as vu, de Rivette. De Jacques Rivette, incroyable. Ça fait aussi partie des chefs-d'œuvre, ouais. Sauf que cette année, c'est pas n'importe quel film qui a fait l'ouverture, c'est un film qu'on attendait depuis extrêmement longtemps. Est-ce que tu veux en dire 2-3 mots avant qu'on parle du film en lui-même ? C'est un film d'Abel Gans, oui. Donc c'est un film qu'on attendait depuis longtemps parce que ça fait 16 ans qu'il est en restauration. C'est un film très compliqué, c'est... Comme ils ont pu l'appeler, c'est un film monstrueux. C'était une entreprise qui coûte déjà très cher, très compliqué d'aller retrouver des morceaux de pellicule à droite à gauche dans bon nombre de pays, que ce soit aux États-Unis, tu me disais. États-Unis, Japon, je crois qu'il y a de l'Italie. Et il y a Toulouse aussi. Et le fameux pays Toulouse. Mais oui, la Cinémathèque de Toulouse y a participé et ça je le savais avant parce que je peux discuter avec les gens de la Cinémathèque de Toulouse, quoi. On en parle souvent ici. Mais et puis derrière aussi, il y a aussi une grosse entreprise américaine qui est Netflix. Voilà, donc dans les mécènes, oui, effectivement. Dans les mécènes, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un film que là on a la chance de découvrir parce que c'est un cas exceptionnel. C'est un film de 3h40, donc compliqué à de faire. 7h dans sa version intégrale. Voilà, nous on a vu que la première partie. Qui dure donc 3h40 à peu près. C'est compliqué de programmer ce genre de film, sauf cas événement. Et Napoléon est un événement. Le film a eu quand même beaucoup de restaurations par le passé. Il y en a eu au moins 25. Ils ont dit 25, ouais, quand voilà. ils ont présenté le film. C'est un travail extraordinaire de Georges Mourier qui est derrière le montage et aussi la restauration du film avec ses équipes, évidemment, et grâce au CNC. C'est un film... je pensais pas voir ça d'un film de 1926. Mais, le film est sorti en 1927, mais on peut ressentir qu'il a été tourné en 1926. Mais j'ai jamais vu ça, quoi. Juste avant, 2-3 petites informations. La restauration de souvenirs a coûté entre 1 et 2 millions d'euros. Et du coup, oui, Netflix fait partie des gros investisseurs pour cette restauration. Il y a aussi le CNC qui a participé, Fondation Napoléon, un petit peu Cannes, un petit peu partout. Donc voilà, comme tu dis, j'ai même les chiffres exacts si tu veux. Tu me dis que le film a mis 16 ans à se faire restaurer, mais ça c'est 16 ans pour récupérer. Dans les 16 ans, il y a combien de temps ils ont fait pour récupérer toutes les pellicules. Mais une fois les pellicules, le traitement a duré. Ça va être énorme. Alors j'ai noté les dates. Ça a commencé en 2015 et ça s'est fini. Alors je sais plus si c'est 2022 ou 2023, mais du coup ça a pris au minimum 7 ans, au maximum 8 ans, juste pour restaurer toutes les images. Ah non, mais c'est...
Voilà. C'est un travail titanesque. Sachant qu'il y a du coup tout le montage, etc. Maintenant qu'on vous a parlé un petit peu de tout le contexte, on va vous parler du film. John, je te permets de commencer un petit peu. Bon, alors là, encore une fois, on est dans une énergie totalement différente, mais quand même, on va quand même reparler de ce film, c'est un nouveau degré. Ce film, en quelques mots, c'est un chef-d'œuvre en fait. Ouais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Après, c'est vrai que c'est qu'une première partie, mais ce que j'ai vu, je l'avais jamais vu avant, quoi. Alors, pour resituer, le film, l'ouverture, se passe on peut appeler ça une cour d'école. Hein. Moi, je vois, pour moi, c'est un moment de récréation, donc ça commence avec un peu de douceur et de folie. On voit des enfants en train de se jeter des boules de neige. C'est vraiment une bataille de boules de neige. Et cette bataille, quand même, petit à petit, elle dérive. Ils vont retrouver, les enfants vont mettre des pierres dans les boules de neige, évidemment, ce qui n'est pas la même chose. Ça fait un peu plus mal. Et pourtant, j'en ai jamais reçu. Mais on peut le garantir. On peut le garantir. Si vous mettez des gros cailloux dans les boules de neige et que vous les prenez en pleine gueule, ça fait mal. J'en ai jeté un sur mon frère, mais... Ouais. Mais t'as un frère, dis donc. Ouais, j'ai un frère. On l'a pas dit dans la première Mais j'étais très jeune et j'étais très stupide. Et donc, ça commence dans une cour de récré. Et là, on commence à... Voilà, c'est Thierry Frémaux qui, en fait, il a dit « Mais putain, tu viens de faire ça sur ton frère, t'as pas honte ?» Ouais. Et là, on commence à voir, en fait, un personnage émerger. Et c'est le petit Napoléon, le jeune enfant. Et... j'ai envie de dire, quand on le voit à l'écran, alors certes, il peut être en gros plan ou devant la caméra, mais on a ces sensations déjà qu'il porte déjà l'habit. On voit déjà Napoléon Bonaparte dans la cour de récré. Il faut dire que le gamin joue super bien, celui qui vient. Et donc, ça c'est vrai, c'est incroyable. Et donc, on le voit commencer à être petit à petit un fin stratège. Et c'est vraiment... je trouve quand cette partie elle dure quoi, tu me disais 40 minutes à peu 40 près. 40 minutes parce qu'en fait, alors pas que la bataille de neige, c'est qu'en fait 40 minutes c'est l'enfance de Napoléon. Ouais. Mais c'est tellement bien résumé quoi, c'est ça que je veux dire quoi. Il y a certains films il y a certains films il a se condensé dans ces 40 minutes à peu près, mais c'est incroyable. Moi j'ai l'impression d'avoir vu toute son enfance presque en fait quoi. Complètement. Et je trouve ça d'une beauté incroyable. Alors qu'il filme que 2 moments de son enfance, lui qui joue à la cour de récré et ensuite lui qui a des problèmes là où il passe du coup son éducation. Tout à fait. Et ce qui est génial à travers du coup cet épilogue, c'est que du coup dès ce moment il pose sa fascination envers du coup Abel Gance pose la fascination qu'il a envers Napoléon, et à travers ce film, cet épilogue, il va montrer que 1, c'est un stratège, 2, que c'est quelqu'un qui veut défier l'autorité, et ça c'est 2 choses, c'est ce qu'on va voir durant les... du coup j'imagine cette heure du film en tout cas dans la première partie. Il est au centre de l'écran constamment hein. Et aussi il y a un plan que je trouve magnifique où il est à l'école et t'as côte à côte l'île de Beauté, donc t'as la Corse d'un côté et de l'autre t'as l'île Sainte-Hélène, et en fait ce qui est merveilleux c'est que là en 2 plans, il te montre en fait le début et la fin de Napoléon, et du coup rien que ces 40 premières minutes, il te raconte toute l'histoire du film et comment il va dresser, qu'est-ce qui l'intéresse chez Napoléon, et à partir de là, tout le film ça va être qu'une déclinaison des thématiques qu'il pose dès ces 40 premières minutes d'introduction qui ensuite te lance sur la première partie. Et j'ai remarqué un truc aussi, ce qui est étonnant, c'est que le premier plan du film, que je vais pas dire parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt, parce que le premier plan répond au dernier plan en fait. C'est ça qui est beau quoi. Je peux pas en dire plus parce que je trouve que ça serait gâché, et que il y a quand même il y a ce petit plaisir quand même d'apercevoir ça à la fin du film. Je trouve. Moi ça me fait beaucoup de plaisir. Alors, en plus on revoit les mêmes personnages. Je peux dire on revoit un papa avec un enfant. Voilà. Je vois de quoi tu parles effectivement. Et ça commence comme ça, ça se termine comme ça cette première partie. Au-delà de ça, il y a un travail sur les couleurs juste absolument incroyable, sur la couleur du rouge évidemment, sur la couleur donc de la guerre, du sang qui coule quoi. Et Dieu sait qu'il y en a du sang qui coule. Il n'y a pas que du sang qui coule hein. Il y a aussi beaucoup d'eau, de la boue. Et de la boue. C'est un film on ressent l'aspect sale du film par moments, et moi on sent des batailles. Alors elles ont pas l'envergure au niveau des figurants que peut déployer un Ridley Scott par exemple. Alors que pourtant. Et que pourtant, elle dégage plus qu'une bataille dans Napoléon de Ridley Scott. C'est ça je trouve que j'ai l'impression que le film dégage peu de moyens, et en même temps, ce peu de moyens, il est considérablement
mise en valeur, quoi. Je trouve que le film est simple dans ses décors. Oui. Il y a quelque chose de très simple. Tu sais, c'est super pas, reconstitution. il y a pas cet esprit hollywoodien du tout n'est pas fastidieux, tu vois, tout n'est pas grandiose. Il y a pas on voit pas des grosses armées comme on peut voir, par exemple, tu vois. Ridley Scott, t'as l'impression qu'il y a 4 km de figurants dans ses films. Et encore, on parle pas des films de. Je sais plus comment il s'appelle ce cinéaste, celui qui a fait Guerre et Paix, là, ou Waterloo également, où alors lui, il y a des centaines, pas des milliers de figurants. Tu vois. Mais il n'y avait pas de post-prod derrière à faire des effets spéciaux. Numérique, oui, voilà, exact. Mais donc, il y a la couleur rouge qui ressort, il y a la couleur. C'est un film aussi bleu dans son aspect la nuit, sur le travail de la nuit aussi, beaucoup de mélancolie parce que Napoléon est toujours filmé en gros plan, le film en 4 tiers, on peut appeler ça comme ça. Hein, ouais, ça aborde entre le 4 tiers et le 1-1. Voilà. C'est format assez carré, 1,37 je crois qu'on pourrait dire. Ouais. Il est toujours au centre de l'écran, quoi. Et je trouve que ce que dégage l'acteur principal, que je vais te laisser dire avec grand plaisir. Albert Dieudonné, parce que j'adore Dupontel. Et que toi, tu adores. J'adore Elie Semoun. On fait la même patte que tout à l'heure. Non, mais Albert Dieudonné est incroyable, quoi. On ressent toutes les émotions dans son visage, quoi. C'est quelqu'un de très sûr de lui, de terrifiant, et en même temps, il y a une sacrée mélancolie qui s'en dégage, quoi. Il est souvent seul à l'écran. Moi, c'est un film qui m'a impressionné parce que c'est de l'orfèvrerie, ce film. C'est de la chance. On a vraiment la chance en France d'avoir un cinéma de cette qualité, quoi. Moi, je trouve que c'est une pièce de bijou, quoi. C'est vraiment le travail de restauration est juste monumental et on peut avoir que du respect pour ce travail, quoi. Surtout par rapport à ça, il me semble qu'on l'a pas dit. Il y a eu 25 restaurations. Et c'est la première. Je crois qu'on l'a dit. Je sais pas si c'est dans certains enregistrements qu'on l'a dit. En fait, c'est ça. Bien mais joué. c'est la première qui reprend la durée d'origine du film, à savoir 7 heures. Ouais, parce qu'il a été charcuté, ouais. C'est ça, parce qu'il y a eu différentes versions, dont une de 1h30. Alors là, je sais pas, ça peut être horrible. C'est hallucinant. 1h30, c'est pas possible. Je me demande, ça doit être quoi L'idée est affreuse. En tout cas, c'est pas celle d'Albert Gans, quoi qu'il en soit. J'avoue, pour dire un peu moins de choses que tout à l'heure, je vais juste retenir 2 choses. Premièrement, je trouve qu'il y a un travail sur le montage qui est fabuleux, que ce soit le montage alternatif. Et par rapport à Eisenstein qui a théorisé ça, c'est fou à quel point Albert Gans arrive à le mettre en scène, notamment par une scène que je trouve fabuleuse de Napoléon qui est sur un bateau en train de prendre une tempête, et en même temps il filme l'Assemblée nationale qui est lui-même dans une tempête, et pour épouser totalement ce plan, et ben à un moment il va filmer la foule comme si elle se prenait une vague. Et ça, j'ai aucune idée de comment il a pu tourner ça dans les années 20. C'est fort. Et puis aussi, le montage est extrêmement cut. Alors, je sais pas s'il y a un terme pour dire un enchaînement de plans très très courts et d'énormément de plans, mais quand il doit filmer la foule qui réagit, que ce soit face à la Marseillaise, que ce soit face aux actes héroïques de Napoléon ou face à la terreur, je trouve qu'il a une manière de capter et par ce montage qui est mais pas du tout académique, et même à l'heure actuelle, c'est pas du tout académique de faire ce genre de montage. Bref, c'est fabuleux. Et l'autre chose, c'est que le film va énormément orgner dans la superposition, c'est-à-dire qu'il y a 2 plans en parallèle, l'un qui est un petit peu superposé par rapport à l'autre, un petit peu en filigrane. Et voilà, et c'est un film extrêmement beau, dense, magistral, fou, grand, puissant, bref, voilà. Est-ce que tu aurais au moins un dernier mot, une scène peut-être, la scène des chevaux? La scène des chevaux est juste incroyable parce que c'est rare de voir des scènes qui puissent encore nous surprendre en termes de mise en scène au cinéma, et je trouve que celle-ci, elle correspond parfaitement, quoi. Dans le move. En fait, c'est un film toujours un peu en mouvement, quoi. Il a une fraîcheur dans ce cinéma-là. On parle quand même d'un film qui a de 1926, donc 27. 27, ouais. 97 voilà. ans le film. C'est un film qui est actuel, qui est en mouvement, qui est d'une intérêt vraiment très forte. Moi, j'ai pris un plaisir incommensurable, hein, franchement, à voir ces scènes qui sont d'une telle fraîcheur. Moi, la scène à cheval, il y a plein de scènes, la scène du début, les scènes de bataille avec cette pluie incessante,
qu'on se croirait dans un film japonais, quoi, avec une pluie diluvienne. C'est un film grandiose. C'est une première partie. Si la deuxième partie à ce niveau-là, franchement, Ça sera un chef-d'œuvre. c'est Pour toi, c'est déjà pour un moi, c'est chef-d'œuvre. déjà- Moi, j'attends la deuxième pour partie moi, pour c'est le déjà un dire. chef-d'œuvre parce que je pense que je vais pas on peut pas oublier une telle séance en fait. Je trouve que on sait où est-ce qu'on l'aura vu plus tard ce film-là, tu vois. Ça, je suis bien d'accord. C'est un film, je pense qu'il est important de voir dans les meilleures conditions possibles. Donc, ne vous pressez pas à le voir dans un sale état, mais attendez la belle sortie qui se convient. Voilà, on va devoir passer à autre chose, mais du coup, pour les indications, le film va avoir une ressortie à Paris à la Cinémathèque. Il y en a une aussi, du coup, avec un opéra, mais toutes les places ont dû être vendues. Il passera par différents festivals et comme on vient de vous le dire, il sortira tôt ou tard sur Netflix dans cette version intégrale. Et vraiment, John l'a dit et on le redit, essayez d'attendre pour profiter de cette réédition qui est absolument merveilleuse. Maintenant, nous allons passer avec le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui a lancé un petit peu le gond. C'est le deuxième acte de Quentin Dupieux. Néanmoins, on est beaucoup moins dithyrambique sur ce film. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par introduire ce film. Quentin Dupieux, déjà, il faut le savoir, c'est un cinéaste que j'aime énormément. C'est-à-dire que déjà, c'est un des très rares cinéastes dont j'ai vu tous les films, les courts-métrages et les moyens-métrages également, et dont je suis vraiment avec intérêt ce qu'il fait. Et à part Steak, je sais que tu adores Steak, et Mandibule, C'est vrai. j'aime tous ces films. Genre, vraiment, je suis un énorme fan de Dupieux. Bon, là, il revient avec un film qui se veut cynique, extrêmement méta, qui veut continuellement à la fois commenter son film et le cinéma, et il m'a fait beaucoup penser un petit peu au non-film, mais réactualisé avec des thématiques actuelles et un casting un peu plus 5 étoiles avec des figures du cinéma un petit peu bourgeois, Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel, ce qui est assez intelligent par rapport au personnage et au rôle qu'il aura offert. Au niveau des thématiques, avant de dire si pour moi il les traite bien ou pas, il va vouloir parler de la cancel culture, il va pouvoir parler de la montée de l'intelligence artificielle dans le cinéma, et est-ce que c'est pertinent de faire du cinéma quand le monde est en train de s'écrouler, sachant que nous sommes à Cannes, où justement c'est un festival qui veut dénoncer ça, et en même temps il y a beaucoup de bling bling, donc je me dis, waouh putain, c'est couillu et en même temps pertinent de le mettre en ouverture. Néanmoins, et c'est le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que j'ai l'impression que à tirer un petit peu dans tous les sens avec un cynisme pur qui est déteint sur tout le film et avec un certain truc de pas on peut plus rien dire, mais notamment son traitement de la cancel culture et comment il fait allusion à MeToo, et que ensuite j'ai l'impression qu'il se dédouane, mais j'arrive pas à voir s'il se dédouane ou s'il se dédouane pas, ou s'il pense pas un petit peu ce qu'il dit. Le film non, il me lèche pas du tout. J'ai le cul entre deux chaises. En fait, je C'est pense peut-être pour ça. Ah, ouais, c'est peut-être pour ça, oui, effectivement. C'est peut-être pour ça. Attention, hein, c'est pas très propre, hein, on va dire. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que j'aurais besoin de revoir le film pour essayer de me dire qu'est-ce qu'il veut vraiment raconter, parce que j'ai l'impression que à sortir l'excuse de « Ah, c'est un film dans un film, du coup, je peux me permettre un peu de faire ce que je veux », j'ai vraiment du mal à me positionner. Toi, tu disais... Dupieux est figurant de son propre film. Ouais. Après, moi, toi, tout d'abord, je trouve que c'est un bon film d'ouverture. C'est un film qui fait le taf. C'est pas son meilleur, ça restera pas son meilleur pour moi. Puisque ses réalités sont meilleures. Ça reste pour moi Steak. Vous voyez Steak, Ramsey, Judor et Eric. Ramsey et Judor, en même temps. Eric et Ramsey. Et Ramsey, je dors pas. Jus d'orange. Bref. Oh là là. Et franchement, c'est le pic de l'humour. Voilà. Il est bientôt 2h. Hein. Voyez Steak. Donc, bref. Dans ce film-là, je trouve que. Non, c'est un bon film d'ouverture. Après, je pense que peut-être que je l'aurais oublié dans quelques jours. Et en tout cas, j'aurais passé un bon moment devant. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment plaisant. C'est un film très verbeux. Ça parle énormément. L'entrée en matière, elle est plutôt agréable. Je trouve que ces deux longs plans séquences sont plutôt bien amenés avec les deux protagonistes de chaque côté. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est très drôle, on rigole beaucoup quand même. Moi, j'ai beaucoup rigolé quoi. J'avoue, j'ai rigolé également. Voilà, c'est quand même un film assez noir parce qu'il parle de choses pas très simples, MeToo, le dérèglement climatique, la guerre, comme tu le disais quoi. C'est un film mélancolique qui est très inquiet aussi. Et ouais, complètement. Et en fait, pour moi, la personne, le figurant dans le film,
Donc Quentin Dupieux, pour moi, représente le barman en fait de la salle de restaurant. Donc l'homme qui ressemble beaucoup à Guy Lecluse, par exemple. Vous voyez. C'est une tu l'as eu direct Je l'ai eu direct. Ouais, voilà. Non, pas ressemble... une aide d'un coloc qui traînerait au bout de la table, par exemple. Je pense que tu vois des fantômes. Non, mais attends, c'est à 8h30 les fantômes. C'est vrai. Ouh là, blague de Cannes, celle-là, ils peuvent pas l'avoir. Celle-ci, vous pouvez pas l'avoir. C'est au planning. Il faut venir à Cannes pour l'avoir, celle-ci. Bref. Et donc voilà, cette personne qui ressemble à Guy Lecluse. Et pour moi, c'est l'entité, ça représente donc Quentin Dupieux en fait, tout simplement, qui se pose des questions intéressantes sur l'intelligence artificielle à travers son film, à savoir qu'est-ce que ça représente maintenant dans le cinéma, qu'est-ce que ça va pouvoir représenter, même s'il y a eu des accords qui ont été signés aux États-Unis, bref, tout ça. Il y a une résonance avec ce qui se passe en ce moment. C'est très actuel et je pense que c'est un des alors j'irais pas peut-être ouais c'est un des films peut-être les plus politiques de Quentin Dupieux en tout cas. C'est une évidence. Ça c'est qu'elle a les pieds dedans. En général il est toujours dans cet humour dérisoire. Hein. Il y a quand même un peu de ça dans ce film, mais c'est moins prononcé. C'est moins prononcé qu'avant. T'as ça dans Yannick, je dirais que ça ne c'est plus politique également. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Et steak, mais là, par contre, c'est un peu plus fort. Cinglant. Verbalement, c'est quand même là, il dans le thème est beaucoup plus actuel, quoi. Moi, je l'ai pas vu aussi actuel dans un de ses films. Même dans Yannick, il y avait quelque chose d'actuel, mais c'était pas encore ça, quoi. Tu vois. Peut-être Fumer fait tousser encore. Ouais, mais Fumer fait tousser, c'était quand même de l'humour, tu vois. Moins dark que dans celui-là, entre guillemets. Oui, tu vois, c'était un peu plus le Club Dorothée, quoi. Oui, sous-extra. Ouais, sous-extra. Moins d'extra. Moi, j'avais beaucoup aimé Fumer fait tousser. C'est génial, Fumer fait tousser. Et ça me rappelle la scène. Non, je sais pas. La scène, c'est quand il est en train de te broyer. Non, mais qu'est-ce que je vais dire à ta belle-mère qui est en train de broyer. Non, mais t'inquiète, tata, c'est rien. Il a plus ses jambes, bref. Vous voyez ce film, voilà. C'est très drôle. Et non, le film est bien, mais Dupieux donc se pose ces questions-là sur l'intelligence artificielle et aussi sur son avenir, sur comment va être la suite pour lui, parce que c'est après, je vais pas dire que c'est un film je sais pas vers quoi il va déboucher très franchement, mais récemment il a dit que c'était que le début. C'est assez pessimiste. Qu'est-ce qu'il veut je sais pas ce qu'il va faire. Ça va être très intéressant quand même son prochain projet parce que celui-là, il arrive à se réinventer très particulier, quoi. Il arrive à se réinventer néanmoins et voilà. Alors, j'arriverai pas à être aussi dithyrambique que certains le sont. Je vais pas détester le film pour autant, mais c'est vraiment un film qui, comme je te l'ai dit, en fait, je suis très indécis par rapport à ça parce que j'ai l'impression que le film lui-même est indécis et qu'il se justifie sous différentes couches de réalité et d'interprétation pour pas vraiment avoir un propos tel quel. En fait, il te montre des propos, mais j'ai l'impression qu'il n'en tient pas. Et puis, il y a un truc que j'aime bien aussi. Et on conclut là-dessus. Ouais, il y a un truc que j'aime bien dans le film aussi, c'est quand il parle un peu de lui, à travers aussi le personnage de Léa Seydoux, quand il dit moi je continue à faire l'actrice, tu vois, parce que. Et pourquoi ? Parce que ça me plaît encore, quoi, en fait, quoi. Et on sent que ça lui plaît encore à Dupieux, et on sent que, mine de rien, il y a quand même cette peur, quoi. Et donc, il y a cette contradiction qu'on peut aussi retrouver dans son cinéma de toute façon, mais aussi dans sa personne, quoi. Et c'est vrai que ça sera pas son meilleur film, mais c'est un film intéressant et je pense que ça fait une belle ouverture. Là tu vois, c'est quelque chose une réflexion que j'avais pas avant, qui vient d'avoir, c'est que là on pourrait faire un lien avec Dali où il interroge la question de l'artiste. Et là, tu vois, il y a une nouvelle manière d'interroger la question de l'artiste à travers sa société. Donc, c'est un peu intéressant, mais en même temps, je trouve que le film est un peu mal. Il le faisait aussi déjà dans Yannick, aussi. C'est vrai. Ouais. Bref, on vous encourage à le découvrir. De toute façon, il est possible que vous l'ayez déjà vu. Il est au cinéma depuis aujourd'hui. Voilà, exactement. Il était déjà hier. Voilà. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour cette première. En espérant que cette fois-ci ça a enregistré. Ça a été un plaisir. John, je te remercie d'avoir été le premier invité ça a été avec plaisir. David Désastreux à Cannes. Avec plaisir. Nous, on se retrouve dès demain. Et en attendant, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, John, c'est lequel ? D'avoir un avis désastreux. C'est d'avoir un avis désastreux. Des gros bisous à demain. Ciao.
de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.